Soyez les bienvenus dans 64 minutes. Ravi de vous retrouver pour cette grande heure d'information. Le Hajj a démarré, un pèlerinage à la Mecque sous conditions sanitaires renforcées, tout comme l'Aïd demain et vendredi. Nous irons voir comment les festivités se préparent au Sénégal, au Maroc et en Belgique. Rendez-vous dans notre grand angle. Et d'une table à une autre, les dimanches seront gourmands cet été en Ile-de-France. La région organise la fête des restos sous la houlette de Babette de Rosière qui appelle à sauver ces lieux essentiels au vivre ensemble. La chef est l'invité de Patrick Simonin. Paris, l'été, le festival démarre ce soir avec une carte blanche à François Allu, premier danseur de l'opéra. Ce sera sa première représentation en public depuis le confinement. Marie Jiquel a suivi les répétitions pour la chronique culture. Mais tout d'abord, place à l'actualité de ce mercredi 29 juillet. La police a évacué un vaste campement de migrants aux portes de Paris. Plus de 1500 personnes s'y étaient progressivement installées ces dernières semaines. Alex Geoffroy du Secours catholique est notre invité. Au Yémen, le camp soutenu par l'Arabie saoudite se rabiboche. Les séparatistes du sud se sont réconciliés avec le gouvernement. Riyad marque un point face à Téhéran dans cette guerre à distance. Au lendemain du sommet de l'Afrique de l'Ouest sur la crise au Mali, après la mise en place d'un gouvernement restreint, le Premier ministre s'est rendu au domicile de la figure de proue de la contestation. Rien n'a filtré de la rencontre entre Boubou Cissé et l'imam Dicko. C'était un vaste camp de fortune où plus de 800 tentes s'étaient petit à petit installées en banlieue parisienne. Ses occupants, des migrants, majoritairement des hommes, seuls, originaires de la Corne de l'Afrique ou d'Afghanistan. Ils ont été délogés au petit jour. Les précisions d'Alexandre Malesson. Il était tôt, 6 heures ce matin à Aubervilliers, lorsque la police débute l'évacuation du campement de migrants. 2h30 plus tard, plus de 2000 personnes ont été expulsées. J'ai souhaité évacuer les grands campements qui étaient en périphérie de Paris et faire en sorte que sur l'ensemble de la plaque préfecture de police, c'est-à-dire tant Paris que les 3 départements de la petite couronne, ne se reconstituent pas des camps, ou du moins dès lors qu'ils se reconstituaient, nous puissions mettre à l'abri l'ensemble des personnes qui s'y sont installées. Les migrants évacués en bus pour rejoindre des gymnases, une solution temporaire. Sur place, peu d'espoir, beaucoup craignent de retourner à la rue dans quelques semaines. On nous enlève d'ici pour nous mettre dans des hôtels pour 2 mois. Mais ensuite, je serai de retour ici. Est-ce la solution? Il n'y a pas d'autre solution que de donner un toit à chaque réfugié. Ici, pour certains, c'est la 3e, la 5e, voire la 10e expulsion, peut-être même plus. Bien sûr que le truc, c'est pousser les gens hors Paris et surtout hors de la vue des gens. Bien cachés, comme ça, les gens pensent que tout se passe bien, qu'il n'y a plus de soucis à Paris, que les migrants sont tous bien hébergés et bien pris en charge. C'est que c'est faux, comme vous pouvez voir. L'évacuation de ce matin, un scénario habituel pour ces migrants. Selon le Secours catholique, une 60aine de grandes opérations comme celle-ci ont eu lieu en Ile-de-France depuis 2015. Alex Geoffroy, bonsoir. Vous êtes chargé de programme au Secours catholique Caritas France, à l'antenne dédiée à l'accueil des demandeurs d'asile et réfugiés. Bienvenue sur TV5 Monde. Quand on voit ces images, quand on écoute ce reportage, on a l'impression d'un scénario qui se répète inlassablement. Comment vous l'expliquez ? Ça s'explique par le fait que les hébergements qui sont proposés après ces évacuations ne sont pas du tout pérennes. Et en fait, ça crée une espèce de mouvement d'aller-retour entre la rue et des hébergements très précaires, très provisoires. Et à la suite de quelques semaines, les personnes sont remises à la rue. Délogés ce matin, où sont ces migrants ce soir à l'heure où on se parle ? Alors aujourd'hui, ils ont été emmenés dans une dizaine de gymnases en Ile-de-France qui ont été réquisitionnés pour 1 mois. Et ensuite, on ne sait pas. Donc ça veut dire que dans 1 mois... Ils retournent dans la rue ? Ça dépendra des situations administratives. En fait, en fonction de s'ils sont en procédure d'asile normale, en procédure Dublin, avec un accès aux conditions matérielles d'accueil ou non, ils seront soit orientés vers d'autres dispositifs d'hébergement un peu plus pérennes, soit remis à la rue. Vous avez mené à Caritas une enquête auprès de ces migrants, une enquête en quelque sorte, vous les avez interrogés, une 100aine d'entre eux. Qu'est-ce qu'ils racontent de leur parcours ? Alors, il y a la majorité des personnes qui disent qu'ils ont vécu plusieurs évacuations.
La majorité, c'était entre 2 et 5, mais 10% en était à plus de 10 évacuations. Et on voit une grande lassitude qu'on voit aussi chez les associatifs qui les accompagnent, parce que ça fait des années que c'est les mêmes évacuations, les mêmes retours à la rue, et les personnes sont fatiguées et perdent espoir. En fait, la seule conséquence qu'on voit de ces évacuations multiples, c'est de repousser les campements toujours plus en périphérie. Au départ, ils ont été dans les portes de la Chapelle, porte d'Aubervilliers. Là, maintenant, donc, on était au-delà. Ils étaient dans Paris intramuros. Et maintenant, on est au-delà. Donc, c'est plus compliqué pour les personnes d'avoir accès aux soins, de trouver la nourriture, de trouver une tente, de trouver une couverture. Et quand ils sont remis à la rue, ils repartent de zéro. C'est-à-dire plus de tentes, plus de couverture, plus de repères pour savoir où se nourrir, où aller vers quelles associations s'ils sont malades ou autres. Donc c'est un cycle infernal qui recommence indéfiniment depuis 2015. Paris, c'est une étape dans leur route migratoire ou pour la plupart, ils souhaitent rester à Paris, en France? C'est même pas du tout une étape. 70% des personnes qui étaient dans l'enquête, et on l'a vu plusieurs fois à d'autres évacuations, ont déjà demandé l'asile en France, et 20% ont obtenu le statut de réfugié, c'est-à-dire qu'ils ont un titre de séjour pour 10 ans en France, mais ils sont encore à la rue parce que l'intégration ne fonctionne pas et qu'ils ne sont pas orientés vers des dispositifs de droit commun. Et donc on se retrouve avec quand même 20% des personnes qui vivent sur les campements qui ont des papiers, ont un titre de séjour, mais ne savent pas où aller d'autres, et se retrouvent obligés de dépendre des évacuations. Qu'est-ce que vous recommandez, vous, à Caritas, pour rendre leur situation pérenne? Il faudrait arrêter le principe de fluidité de l'hébergement, qui est donc le principe de remise à la rue, en fait. Et au lieu d'ouvrir des gymnases, de mobiliser des places d'hébergement plus pérennes. Mais comme ça, quel type de place? Des immeubles? Non, en théorie, il y a même en pratique des hébergements dédiés, qui sont les CADA, Centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Mais le problème, c'est que ce dispositif, qui donc fait partie du dispositif national d'accueil, n'héberge que la moitié des demandeurs d'asile. Donc, pas assez de place? Oui. Donc il y a vraiment un problème structurel et un problème de remise à la rue répétée qui crée ces reconstitutions de campements indéfinies. Alix Geoffroy, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. À bientôt. Merci. On en vient maintenant à la guerre par procuration que se livrent l'Arabie Saoudite et l'Iran au Yémen. Riyad vient de marquer un point face à Téhéran. Dans le camp de Riyad, les séparatistes du sud du pays se sont réconciliés avec le gouvernement sous son égide. Conséquence, ce camp unifié se renforce dans le combat contre les rebelles houthis qui sont, eux, soutenus par l'Iran. Les explications de Mévalo. Serait-ce la fin d'une guerre dans la guerre au Yémen? La nouvelle vient du porte-parole des séparatistes du Sud, un communiqué en plusieurs parties, illustré d'une photo de leur chef avec le prince héritier saoudien. Le Conseil de transition du Sud renonce à son autonomie afin de permettre à l'Alliance arabe de mettre en œuvre l'accord de Riyad. D'abord allié du gouvernement en exil contre les rebelles houthis qui contrôlent le nord du pays, l'alliance vole en éclats fin 2018. Les séparatistes contrôlent Aden, l'Hadj ou encore l'île stratégique de Socotra. Malgré les accords de Riyad signés en novembre, censés mettre en place un partage du pouvoir, le Conseil de transition du Sud proclame son autonomie le 25 avril. Fin juin, le président yéménite, depuis l'Arabie Saoudite, exhorte ses anciens alliés à revenir sur leur position. J'appelle mes fils du soi-disant Conseil de transition du Sud à prendre en compte les efforts sincères et importants de nos frères en Arabie Saoudite et à reprendre le chemin de l'accord de Riyad. Je les appelle à mettre fin à l'effusion de sang. L'heure serait donc à la réconciliation, une bataille de gagner pour Riyad, à la tête d'une coalition qui soutient militairement l'exécutif yéménite sunnite, et un revers pour Téhéran, allié des rebelles houthis chiites. Autre grand titre de l'actualité, la crise au Mali. À l'issue du sommet de l'Afrique de l'Ouest, le Premier ministre malien s'est lancé mardi, hier, dans une opération de séduction de l'opposition. Boubou Cissé s'est rendu chez la figure de proue du mouvement de contestation, l'imam Dicko. Florent Crepsec avec Sophie Roussy. L'objectif d'un gouvernement d'union nationale est encore loin. Voici donc, en attendant, la présentation d'un nouveau gouvernement restreint. 6 nouveaux ministres et un souhait. Et je voudrais en profiter pour lancer un appel à nos sœurs et à nos frères du M5 RFP et d'autres regroupements. J'aimerais dire qu'ils sont attendus et même fortement désirés dans ce prochain attelage gouvernemental qui doit être mis en place
incessamment. L'appel a-t-il réussi à faire bouger les lignes? Une rencontre à huis clos entre le Premier ministre et la figure de proue de la contestation, l'imam Dicko, a eu lieu hier soir. Aucune information à la sortie. Officiellement et jusqu'à nouvel ordre, le mouvement d'opposition du 5 juin rejette les conclusions de la CEDEAO, exigeant toujours et encore la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les recommandations adoptées par les 15 dirigeants de la CEDEAO ne correspondent aucunement aux attentes et aspirations du peuple malien et surtout violent les lois et constitutions du Mali. La menace de sanctions exprimée par la CEDEAO contre tous ceux qui tenteront d'entraver le processus de normalisation est sans effet. Jusqu'à preuve du contraire, le conflit est toujours de mise. C'est le début du pèlerinage à la Mecque, un Hajj sous d'importantes restrictions sanitaires, quarantaine avant et après. L'Arabie Saoudite a pris de nombreuses précautions jusqu'à stériliser les cailloux lancés lors du rituel de la lapidation de Satan. Seuls 1000 à 10 000 pèlerins résidant dans le pays pourront y participer cette année. Depuis la crise liée au Covid-19, on a beaucoup parlé de médecine traditionnelle, avec notamment le débat sur l'artémisia. Au Sénégal, en début de semaine, la fédération a appelé à ne pas limiter les recherches d'un remède à cette plante. Reportage à l'hôpital traditionnel de Keur Massar, une institution vieille de 40 ans. Il est signé Alison Lecogo Fernandez avec Simon Rodier. Maux de tête, fatigue, perte d'odorat. Après quelques heures d'attente, cette femme s'est décidée à franchir la porte de l'hôpital Keur Massar. Moi, j'aime qu'on me soigne naturellement. Je préfère bien les choses naturelles que les choses chimiques. Dans les salles attenantes, ces médicaments se fabriquent. Ici, c'est un lieu où se pratique depuis 40 ans la médecine traditionnelle, à base de plantes. Pour elle, le traitement commencera par un bain de pied. Le médicament que je lui ai donné doit être utilisé par fumigation. Il doit être inhalé sous forme de vapeur médicamenteuse. Cela permet de faire circuler le sang et de dégager l'air du corps. Ça traite les maux de la personne de l'intérieur. Keur Massar est une institution, un jardin botanique aussi, où poussent plus de 300 variétés de plantes sénégalaises. La crise du Covid-19 a vu la recherche, pour l'instant, rester bloquée sur un vaccin. Alors le traitement par les plantes, notamment ici, a gagné en notoriété. Auparavant, disons que c'était le plus souvent des étrangers qui s'intéressaient beaucoup plus à la médecine traditionnelle. Maintenant, on voit la population locale qui vient ici et vraiment demande des traitements à base de plantes médicinales. Et le directeur de l'hôpital insiste, lui, sur la dimension sénégalaise des traitements. Nous, dans notre politique ici à l'hôpital de Keur Massar, c'est privilégier les plantes de la flore locale. Donc ce sont nos plantes à nous, celles qui sont abondantes, qu'on peut retrouver partout, qu'on peut répliquer à l'infini. C'est ces plantes-là qui nous intéressent. Comme chez un médecin classique, une ordonnance est donnée à la fin de la visite. La pratique de cette médecine traditionnelle n'est toutefois pas toujours très bien encadrée. Un projet de loi reste en suspens depuis maintenant 3 ans. Hong Kong durcit ses mesures contre la pandémie. Ce sont les plus restrictives depuis le printemps. Les autorités locales avertissent, la ville-État densément peuplée serait au bord d'une vague de contamination à grande échelle. Sur place, Justine Jankowski de France Télévisions. C'est la nouvelle règle dans tous les lieux publics. Avancer masqué. Les rassemblements de plus de 2 personnes sont également interdits. Des mesures sanitaires sans précédent à Hong Kong, mais qui rassurent les habitants. C'est pour la sécurité des résidents. Je pense que c'est une bonne chose. Ils auraient dû commencer plus tôt. Depuis 6 jours, l'épidémie de Covid-19 à Hong Kong bat des records. Plus d'une centaine de nouveaux cas chaque jour, du jamais vu pour l'ancienne colonie britannique. Alors les autorités hongkongaises montent les restrictions d'un cran. Les restaurants ne peuvent plus offrir que des plats à emporter. Une catastrophe pour cette gérante. La pandémie s'est aggravée. Plus personne ne va sortir. On ne fait plus que 30% de notre chiffre d'affaires habituel. Si l'interdiction se poursuit, je pense qu'on ne va pas survivre. En plus de ces mesures d'urgence et pour parer au pire, Hong Kong va construire un hôpital de campagne avec l'aide financière de Pékin. Hong Kong a été l'une des premières régions touchées par la pandémie de Covid-19 dans le monde, mais à la différence de la Chine continentale, il n'y a jamais eu de confinement strict de la population. Pour autant, les autorités recommandent à nouveau aux 7,5 millions de Hongkongais de ne pas sortir de chez eux.
L'audition a été houleuse. Elle était très attendue par les démocrates. Le ministre de la Justice a comparu devant le Congrès américain. Bill Barr, inflexible, a justifié l'envoi d'agents fédéraux pour rétablir l'ordre à Portland. Les explications de Karine Henry. Des drapeaux américains brûlent à Portland. 60e nuit consécutive de protestation contre le racisme et les violences policières. Les agents fédéraux interviennent. Ce sont eux et leurs méthodes musclées qui créent le scandale. Et c'est à cause d'eux que le ministre de la Justice est sous le feu des critiques démocrates. Devant le Congrès, Bill Barr défend vigoureusement le déploiement de ces forces fédérales. Nous craignons que ce problème ne produise des métastases dans le pays. Et donc, nous pensons que dans un lieu comme Portland, où nous n'avons même pas le soutien de l'État, des autorités locales, nous devons prendre position et défendre ce bâtiment fédéral. Échange tendu au Congrès, les démocrates accusent Donald Trump d'avoir jeté de l'huile sur le feu en envoyant les fédéraux à Portland. Lorsque des hommes blancs avec des croix gammées prennent d'assaut un bâtiment gouvernemental avec des fusils, pas besoin de vous déployer. Mais lorsque les personnes de couleur protestent contre la brutalité policière, le racisme, vous les enlevez de force avec des officiers fédéraux armés, parce que le président les considère comme des terroristes. Le gouvernement fédéral se retourne violemment contre son propre peuple. Depuis votre arrivée au ministère, vous avez aidé et encouragé les pires défauts du président. Inflexible, Bill Barr se pose en garant de l'état de droit, dressant un tableau apocalyptique de la situation à Portland. À la suite de la mort de George Floyd, des émeutiers violents et des anarchistes ont détourné des manifestations légitimes pour semer le ravage et la destruction contre des victimes innocentes. On est bien loin d'un repli. 100 agents des Marshals, une unité fédérale, ont été réquisitionnés au cas où il faudrait remplacer les agents fédéraux stationnés à Portland. En Guinée, un imam s'oppose à la Ligue islamique. Ismaël Nanfo Diaby dirige la prière non pas en arabe, mais en malinké, la langue locale. Et ce différend linguistique, vous allez le voir, a pris de très grandes proportions. Notre correspondant Abdulrahman Ba l'a rencontré. Le récit de Laure de Matos. C'est un acte de résistance. Appeler à la prière en malinké, puis conduire la prière toujours dans cette langue largement parlée en Haute-Guinée, et non pas en arabe. L'imam Diaby est ici chez lui, entouré de proches. Il sait que même dans un cadre privé, cela va à l'encontre des coutumes, mais le religieux ne veut pas abdiquer. Toutes les créatures de Dieu l'adorent dans leur propre langue et Dieu les comprend toutes. Chez nous, on maîtrise le malinké bien mieux que l'arabe. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, priait en arabe sa langue, Abraham dans la sienne. Alors nous prions dans notre langue aussi. Son militantisme lui a valu de perdre sa mosquée. L'année dernière, l'imam Diaby est arrêté en plein ramadan alors qu'il dirige la prière en malinké. Des inconnus détruisent alors sa mosquée. Son frère est tabassé, lui jeté en prison. Il a été libéré il y a quelques mois. J'ai peur pour ma vie et pour celle de ma famille. J'appelle la communauté internationale à l'aide parce qu'ici je suis rejeté. Des imams continuent de dire dans leurs sermons que je dois mourir. La Ligue islamique lui a interdit de prêcher et de conduire la prière dans tout le pays. Mais l'imam résiste. Pour ses dignitaires, c'est bien lui qui fait fausse route. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, a dit « Priez comme vous m'avez vu prier » et il prie en arabe. Donc on ne peut pas prier dans une autre langue que l'arabe. Et Dieu a dit « Récitez les sourates que vous maîtrisez ». Donc on ne peut pas prier avec une version traduite de ces sourates. La Ligue islamique envisage de prendre des sanctions plus dures à l'encontre de l'imam Diaby pour le forcer à prier en arabe. Les sorties cinéma se font rares cet été, alors Flashwood est d'autant plus attendu au Québec. Le tournage a duré 7 ans. Le temps pour les comédiens de quitter l'adolescence pour l'âge adulte. Notre confrère de Radio-Canada, Nabi Alexandre Chatrier, a rencontré cette bande de potes à l'écran comme à la vie. Voilà comme un jeu. Il était perdu au jeu, fait que je peux faire ce que je veux. Flashwood, c'est une chronique estivale qui raconte le quotidien d'un groupe d'amis qui passe de l'enfance à l'âge adulte. C'est là où on crée nos plus grands souvenirs. J'ai l'impression qu'on découvre notre sensibilité face aux choses. C'est un moment très, très
moi, je trouve ça étrange. On dirait qu'on s'est reconnus là-dedans, puis je pense que c'est pour ça qu'on a tous embarqué les deux pieds joints, parce qu'on sait exactement de quoi on parle. Puis cette errance-là, cette espèce d'entre-deux où tu stagnes un peu, puis que tu sais pas trop où tu t'en vas. Ça fait longtemps que je pense à ça, tu sais. Ouais. Le film, tourné sur une période de 7 ans et réalisé par Jean-Carl Boucher, vedette de la trilogie des 1900 de Ricardo Troggi, devait à l'origine être un court-métrage. On venait de tourner à l'été 2013, 1987, et puis on avait envie de continuer à tourner, puis les trois, on faisait rien le reste de l'été. Puis là, j'ai dit, ben c'est le temps de réaliser quelque chose. Quand moi, je vais faire comme 3 courts-métrages indépendants qui vont parler de la même histoire un peu. C'est quand il a fini le 3e qu'il a fait « Hey, peut-être que tout ça, c'est un seul film. » Ça a donné Flashwood. J'ai ma propre réalité, tu comprends? Durant plusieurs années, il a filmé ses amis qui, devant la caméra, quittent l'adolescence pour entrer dans l'âge adulte. Ce passage horrible, en fait. Ce passage horrible et obligé. Ouais. Puis tu regardes ça 8 ans après, puis pour certaines personnes, c'est très difficile. Pour ma part, c'est difficile de regarder ça. C'est comme une phase un peu complètement ingrate, en fait. Flashwood est un clin d'œil à Bois brillant, en banlieue de Montréal, car la banlieue est un personnage. Il voulait un peu montrer c'est quoi la vie de quand tu t'ennuies en banlieue. Ben, t'es en arrière d'un dépanneur, à côté sur le container, à prendre une bière avec tes amis. Tu jases, tu vas dans le bois. Tu sais, t'as comme une errance. Tu sais pas trop ce que tu fais, tu chilles beaucoup. Des chillages de stationnement, genre. On n'est pas calme ici, là, tu sais. Le film est servi par une distribution de jeunes vedettes, mais qui sont aussi de vrais amis dans la vie. C'est pas de la fake amitié dans le film. On est tout le monde qui s'aime, qui se respecte, puis qui s'admire, je pense. C'est vraiment important dans ce processus-là. Flashwood, un portrait impressionniste du spleen adolescent. C'est un film sur la vie. Moi, je trouve que c'est un film qui est très près des dynamiques humaines, justement. C'est important, là, qu'on se tienne ensemble. Le film prendra l'affiche le 7 août. De quoi est faite l'actualité économique aujourd'hui? Demet Korkmaz revient sur les chiffres du tourisme, pas bon. Tout de suite, le journal de l'Écho. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de 64 minutes. Restez avec nous sur TV5 Monde. Le journal de l'Écho sur TV5 Monde. Bienvenue à tous. L'Union européenne signe un accord avec le laboratoire américain Gilead pour une commande de Remdesivir, un antiviral initialement mis au point pour traiter la fièvre hémorragique d'Ebola qui semble également porter ses fruits dans le traitement des formes sévères du Covid-19. Le groupe pharmaceutique Gilead a fixé le prix du flacon à $390 pour les pays développés. La grande majorité des patients doivent en recevoir un traitement de 5 à 6 jours, ce qui porte le coût à $2 340. C'est l'équivalent de 2100 €. La commande de la Commission européenne devrait être disponible dès le début du mois d'août. L'instrument de soutien d'urgence de la Commission européenne va financer une commande d'un total de 63 millions d'euros. Ceci va permettre de prendre en charge des patients qui présentent des symptômes sévères du Covid-19. Près de 600 avions neufs et assemblés par Airbus et Boeing attendent toujours de rejoindre les flottes des compagnies aériennes. La pandémie a réduit à néant la demande, faute de reprise du trafic, ce qui pousse certaines compagnies à ne pas accepter la livraison de leurs commandes. Certaines sont même dans l'incapacité physique de recevoir un seul avion. Et c'est dans ce contexte que Boeing annonce également la fin de la production du mythique Jumbo Jet 747. La production cessera définitivement à partir de 2022. En Espagne, 13% des bars, restaurants et hôtels ont déjà définitivement fermé en raison de la crise sanitaire qui s'est traduite par un manque de touristes et de clients. 13%, c'est l'équivalent de 40 000 entreprises. Et le bilan pourrait être bien plus salé d'ici la fin de l'année avec la fermeture d'un établissement sur 5, ce qui fait craindre la perte de plus d'1 million d'emplois directs et indirects. L'Espagne est la deuxième destination touristique mondiale après la France. André, la marque historique de chaussures, a trouvé son repreneur. Il s'agit de son ancien patron qui avait dirigé la marque entre 2005 et 2013. François Fréjou avait présenté la seule offre qui a été retenue par les juges du tribunal de commerce de Grenoble. Il sauve ainsi 55 magasins et 221 emplois. Montant de l'opération, 7,8 millions d'euros.
C'est aussi un Français qui prend les commandes de Jaguar Land Rover. Thierry Bolloré, nommé directeur général du groupe, prendra ses fonctions le 10 septembre prochain. L'ancien patron de Renault avait été limogé en octobre dernier en plein scandale Carlos Ghosn. Jaguar Land Rover, qui appartient à l'Indien Tata Motors, est en pleine restructuration. Ses pertes entre janvier et mars s'élèvent à 500 millions de livres. Fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de programme à vous tous.